Là, il Ça va? Ah, voilà, ah, c'est mieux. Tout le monde entend bien? Ah, super. Bon. Donc, on va commencer. Mais avant de commencer, en vrai, j'ai 3 choses à vous dire. J'ai 3 choses à vous dire avant de commencer, comme ça je m'en débarrasse en fait. Voilà. C'est 3 choses un petit peu pas faciles à dire, alors je commence. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que moi, j'ai plus tellement envie de travailler. Ça, c'est pas facile à dire. Là, je le dis parce qu'il n'y a pas mon conseiller Pôle emploi. Je pourrais pas. Voilà. Donc ça, c'est dit. Voilà. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que là, comme vous me voyez, je suis très en colère. Ah oui, non, ah oui, ça se voit pas en fait. J'ai une théorie sur pourquoi ça se voit pas. C'est une théorie. Je crois que c'est parce que je suis une fille. Parce que quand on est une fille, c'est pas très joli de se mettre en colère. Non. Une fille qui pleure, ça c'est joli. Ça, c'est mignon. Une fille, une femme qui porte une vraie colère, non. Soit c'est une hystérique, on peut pas grand chose pour elle, soit c'est une période de son cycle qui un petit peu et ça va passer. Bon. Voilà. Alors ce qui fait que depuis toute petite, hein, quand on est des filles, voilà, on apprend comme ça, et du coup, quand on est en colère, vraiment, ça donne ça. Enfin, moi, ça donne ça. Ça donne ça. Par contre, je vous le dis, c'est pour ça, c'est parce que, voilà, à ce niveau-là, dedans, ça donne un truc un petit peu dégueulasse. Voilà, c'est la colère. Les hommes, c'est la tristesse, hein, tout ça, non, ça, faut pas le montrer. C'est un peu bizarre, on a des émotions séparées, comme ça. Un homme, c'est costaud. Ok. Voilà. Ça, je voulais vous le dire. Et alors, la troisième chose que je dois vous dire avant de commencer, c'est pareil, j'aime pas trop le dire, parce que je trouve que ça fait prétentieux. Parce que je suis une fille. Ah oui, je suis une fille, je vous l'ai dit. Eh ben, mais en même temps, si je ne le dis pas, on ne comprend rien. Alors, je le dis, c'est le moment que j'aime pas trop. Alors voilà, moi, j'ai en ma possession un très gros diplôme. Je te dis ce que c'est. J'ai un doctorat de socio-anthropologie du travail. Bac plus 8. Bac plus 8 en théorie. C'est-à-dire 8 ans d'années d'études après le bac. En théorie, moi, en fait, j'ai mis 15 ans à avoir ma thèse. Pourquoi 15 ans? C'est pas que j'ai redoublé toutes ces années, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à l'époque où je faisais ma thèse, donc voilà, bac plus 5 pour un niveau master, puis après, normalement, 3 ans pour faire une thèse. Bon. En sciences sociales, déjà, on oublie, c'est plus long, c'est une grosse enquête de terrain, une grosse bibliothèque. Donc, en général, en sciences sociales, des thèses financées, c'est 4-5 ans. Et sans financement, à l'époque où je faisais ma thèse, avec d'autres collègues, on pouvait encore faire des thèses non financées. Donc, eh bien, on autofinançait notre recherche, ce qui fait que
concrètement, on était plusieurs à faire ça. On allait bosser 6 mois, 1 an, on ouvrait des droits au chômage. On bossait notre thèse quand on était au chômage. Quand on avait bouffé nos droits, on repartait bosser. Donc évidemment, ça double la mise. Hein. Au lieu de mettre 5 ans pour faire une thèse, ben moi j'ai mis 10 ans. Voilà. Bon, ça donne le temps de maturer. Alors, ce qui était quand même pratique pour moi, étudiante en sociologie du travail, c'est que je pouvais expérimenter le marché du travail en parallèle de mon étude de terrain. Moi, je faisais plein de petits boulots. Et puis, je vais vous dire, après la thèse, j'ai continué parce que je savais faire que ça. En gros, depuis 20 ans, j'enchaîne les boulots précaires. J'ai eu une très belle carrière de boulot précaire. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait. Ça va vous donner une idée. J'ai fait une liste. Alors oui, en 20 ans, je n'ai eu que des contrats de vacation ou des contrats à temps partiel ou des CDD. J'ai fait de l'intérim. En 20 ans, j'ai eu un CDI. À la brioche dorée. Voilà. Bon, alors, j'ai été travailleuse agricole. J'ai cueilli des pommes, j'ai cueilli du tabac, j'ai fait les vendanges. J'ai été opératrice machine dans une usine d'injection plastique. Vendeuse de prêt-à-porter dans le cuir. Animatrice de colonie de vacances, un classique. Hôtesse d'accueil dans un musée, puis gardienne, puis guide. Serveuse à la brioche dorée, un CDI. Serveuse dans une crêperie. Agent administratif à l'université de Franche-Comté, d'où mon bel accent. Ma première recherche en sciences sociales. Chargée de recherche pour la mutualité sociale agricole sur la précarité en milieu rural dans la Creuse. Et j'ai continué. Chargée de recherche sur l'industrie horlogère. J'ai écrit 2 livres. On s'en fout. Administratrice des ventes dans une usine de microtechnique. En vrac, chargée de recherche sur les herboristes de la ville de Gap, sur l'habitat des personnes âgées, sur un lycée technique, sur l'activité industrielle dans les Mauges. Intérimaire dans une usine de pièces automobiles. Porteuse de projet dans une association d'insertion par le travail. Assistante d'éducation dans un lycée professionnel. Vendeuse en alimentation bio. Chargée de mission pour une association à la recherche de financement. Et en parallèle, pendant de nombreuses années, pendant tout le temps de ma thèse, puis encore quelques années à la suite, j'ai enseigné à l'université. J'ai enseigné à la fac de droit, à la fac de sciences humaines, à la fac de médecine, à l'école d'infirmiers et d'infirmières, à l'Institut des travailleurs et travailleurs sociaux. Et j'ai terminé dans une école de commerce. J'ai quitté la fac, école de commerce, tout ça. J'ai soutenu ma thèse. Et puis, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de partir aussi parce que l'université, c'est une entreprise comme une autre. Hein, c'est une entreprise qui fonctionne beaucoup sur la précarité. Il faut des précaires pour que ça tourne. En gros, sur la totalité des enseignants à l'université, vous en avez 30% qui sont titulaires de leur poste et vous en avez 70% qui sont soit des intervenants extérieurs, et soit, pour une majorité, des doctorants, des gens qui sont en train de bosser leur thèse et qui donnent des cours. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quand vous soutenez votre thèse, eh bien, vous êtes docteur et vous pouvez prétendre à devenir titulaire à un poste. Donc, il faut faire passer 70%, alors peut-être tout le monde n'arrive pas au bout, mais allez, 50% dans la case 30%. Hein, les cubes, ça ne marche pas. Alors, le système universitaire, il a un outil qui est assez magique, assez incroyable, et qui fonctionne dans d'autres institutions en France. Hein. C'est l'outil de la cooptation. Hein, la cooptation, c'est magique. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Si vous êtes le fils, la fille, la nièce, le neveu, le voisin, peut-être proche d'un professeur bien installé dans un laboratoire de recherche, eh bien, vous avez plus de chances d'obtenir un poste dans ce laboratoire. Mais attention, cela n'a rien à voir avec votre lien de parenté avec cette personne. Si vous en doutez, vous êtes vraiment une personne un petit peu tordue. Hein, quand même, ça n'a rien à voir. C'est juste que, incroyablement, l'alignement des planètes fait que ces personnes-là, proches du professeur, eh bien,
obtiennent un poste. Et alors, il y a quelque chose de magique aussi, qui fonctionne encore mieux, c'est quand vous êtes la jeune maîtresse de ce vieux professeur installé dans son laboratoire. Alors là, vous obtenez un poste et tous les matins, on vous jette des pétales de fleurs, comme ça, pour vous pénétrer dans l'université. C'est un spectacle qu'il faut voir, c'est assez joli. Bon. Moi, je n'ai pas été cooptée. Comment ? J'ai pas été cooptée, alors je suis partie. Et puis, c'est à ce moment-là, dis donc, que je croise des gens. Ça faisait 10 ans que je bossais sur le travail, tout ça, la valeur travail. Et je croise des personnes qui me parlent du réseau repas. Réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Un réseau d'entreprises qui valorisent, alors qui sont pratiquement toutes des coopératives, toutes des SCOP, qui valorisent la maîtrise de leur outil de production, qui réfléchissent aux prises de décision collectives, à la hiérarchie horizontale, c'est-à-dire la répartition des responsabilités, bref. Et on me dit, mais tu peux faire une formation avec eux, tu peux aller en immersion dans toutes ces entreprises, et tu vas pouvoir apprendre comment on peut travailler autrement. Et je me dis, bah ouais, je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Et donc je suis partie faire ce compagnonnage. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que je vais vous parler ce soir du travail, je vais vous faire une conférence sur le travail, et donc tout simplement, moi j'ai besoin de me sentir légitime, donc de vous faire savoir que j'ai étudié 10 ans la socio du travail en tant que discipline, que j'ai expérimenté le marché du travail, que je suis allée voir du côté des activités un peu alternatives, donc je me sens plutôt à l'aise à venir vous parler de ce sujet-là, mon expérience. Et puis pourquoi je vous dis tout ça aussi? Parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous une autre vision du travail, un autre regard sur ce que peut être le travail. Vous avez tous entendu parler de la racine latine du mot travail, qui est tripalium. Tripalium, engin de torture à 3 pieux. Évidemment, c'est un peu normal qu'on en chie, quoi qu'on fasse. Sauf que quand vous grattez un petit peu, vous allez lire d'autres choses, et bien vous apprenez que c'est un faux parcours linguistique. En fait, ça, c'est une grosse croyance bien idéologique pour qu'effectivement on se dise « Oh là là, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça c'est relié à un engin de torture. » Pas du tout. Voilà, une grosse blague. Il y a des linguistes qui ont démontré qu'il y avait un lien entre le mot « travail » et le terme « trabs ». Trabs, c'est l'entrave. Trabs, c'est ce qu'on mettait aux bœufs pour qu'ils avancent et qu'ils transforment leur puissance dans le travail de la terre. C'était ça, traps. Une autre a montré le lien qui peut exister entre le mot travail et le mot travel, le voyage en anglais. Oh là, ça me plaît, moi. De me dire que le travail, ça peut être, eh bien, comme quand on se met en mouvement, quand on prend son sac à dos et qu'on part vivre une aventure, eh bien, dans le travail, on se met en mouvement. Et on va rencontrer d'autres personnes. Avec eux, on va apprendre, on va se confronter à des difficultés, comme en voyage. On va apprendre de ces difficultés, on va apprendre de nous. Et puis, quand on va reposer notre sac à dos, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va refaire du tri. On a ajouté des choses, il y a des choses qui ne nous servent plus tellement. On peut se faire un petit bilan, puis se dire, tiens, est-ce que cette route que j'avais prise là, est-ce qu'elle me va? Est-ce qu'en fait, j'ai pas plutôt envie de vivre encore une autre aventure? Ça serait vachement bien si on pouvait vivre le travail comme ça. C'est pas tellement ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc j'espère qu'ensemble, on va pouvoir aller vers cette vision-là. Ça va? C'était l'introduction. Voilà. On en a encore pour une bonne heure. Si je fais bien mon taf, vous n'allez rien sentir passer. Hein? Mais toujours est-il que là, maintenant, il faut se lancer dans le vif du sujet. C'est toujours compliqué. Alors, moi j'ai une technique, c'est que je vais chercher dans des stages de clown que j'ai pu faire,
où on nous apprend à nous lancer des défis. Donc, nous allons nous lancer un défi, car nous sommes tous ensemble ce soir. Ce défi est le suivant, si vous acceptez de le relever avec moi. Je vais vous expliquer, et vous allez comprendre, la naissance du capitalisme et du salariat en moins de 3 minutes. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Ça va être des mots un petit peu compliqués. Hein. Mais si vous accrochez bien votre chaise, vous êtes prêts? Ouais. 3 minutes. Top chrono, c'est parti. On est en Angleterre. On a des petits paysans qui ont quelques moutons. Ils sont dans une économie de subsistance. Ensemble, ils font pousser de la nourriture sur des terrains dévolus à l'usage collectif. Ils maîtrisent collectivement leurs outils de production et donc ils sont sur ces terrains. Ils sont donc dans cette économie de subsistance. C'est pas l'euphorie, hein, c'est pas la folie, mais ils sont libres, ils vivent, ils font ce qu'ils ont à faire. Pendant ce temps-là, au sud de l'Europe, on a des navires qui rentrent chargés d'or, de richesses. Et ceux qui avaient affrété ces navires vont récupérer toute cette or et toute cette richesse et ils veulent les dépenser. Et ils veulent des beaux habits. Ils veulent que ça se voit qu'ils sont riches. Dis donc, ça tombe bien, c'est le moment où en Angleterre, eh bien, les métiers à tisser se mécanisent et on va pouvoir faire de plus en plus de beaux habits. Mais pour ça, il faut de la matière première, il faut des moutons. Alors on va mettre plus de moutons en Angleterre. Les propriétaires terriens vont mettre des moutons. Et puis, ils vont avoir besoin de plus de terrain. Ils vont pousser ces petits paysans qui sont sur les terrains dévolus à l'usage collectif. Ils vont racheter ces terrains et ils vont devenir propriétaires de tout, pousser les petits paysans jusqu'à ce qu'il n'ait plus de place. Et écoutez, ça tombe vachement bien parce qu'il n'y a plus de place dans la zone rurale, mais dans les petites villes, eh bien, les structures qui ont mécanisé les métiers à tisser ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin de bras. Et donc, le petit paysan, tu vas dégager et tu vas aller vendre ta puissance de travail à des personnes qui sont détenteurs de leurs outils de production. Ouais. 3 minutes. Ouais. Alors, c'est à la hache, hein. On est bien d'accord, on n'est pas dans la finesse du système, mais on voit bien qu'on a des classes sociales, des riches, des très riches qui veulent dépenser de l'argent, des très pauvres qui n'ont plus que leur force de travail à échanger, et donc qui vont nous amener au salariat, ce rapport-là d'échange de la force de travail contre un salaire. Bon, voilà, on a tenu 3 minutes. Tiens, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les grandes innovations techniques qui marquent la révolution industrielle? Machine à vapeur. La machine à vapeur, on la connaît bien. Cinéma. Alors, très bien, très bien, c'est bien de me le placer, je ne savais pas, mais on peut dire ça. On m'a dit l'autre fois l'Opinel. L'Opinel. Le cinéma non plus. C'est bien, il faut de l'imaginaire. Les antibiotiques. Tout ça va décrire. Il y a quelque chose qu'on oublie systématiquement de citer, qui fait partie de nos vies aujourd'hui, qui fait partie, voilà, ici il n'y en a peut-être pas, je sais pas, on a tout ça quelque part, dans notre sac. Alors on parle du téléphone. Le numérique, Qu'est-ce qu'il y a dans, qu'est-ce qu'on regarde sans arrêt sur notre téléphone? agenda. L'heure qu'il est. Le système capitaliste ne peut pas émerger sans un système de comptage du temps plus précis. Le capitalisme, il se développe exactement au moment de la miniaturisation des grands systèmes, des grandes horloges de clocher, qui mesurent quand même relativement approximativement le temps. Pour quoi faire? Eh bien, pour discipliner le travailleur. Parce qu'il faut être là à l'heure quand on met en route la machine. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit sur ce thème et qui montre comment les rythmes de travail se transforment avant le capitalisme et la naissance de ce système. C'est Edward P. Thompson qui écrit « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel ». Alors, on va voir un petit peu, je vais vous lire un petit passage où il cite... Il donne le passage du journal d'un tisserand fermier qui exerce en 1782, donc avant le capitalisme,
comment est-ce qu'on passe sa journée? Alors déjà, il est tisserand fermier, hein, on est déjà dans de la pluriactivité. Et ce tisserand fermier, eh bien, le 14 octobre, il livre sa pièce achevée, ne tisse donc que 4 verges 3 quarts. Le 23, il travaille à l'extérieur jusqu'à 15 h, il ne tisse que 2 verges avant le coucher du soleil, puis rapièce son habit dans la soirée. Le 24, il écrit « J'ai tissé 2 verges avant 11 h, j'ai fait le tas de charbon, balayé le plafond et les murs de la cuisine, j'ai épandu le fumier jusqu'à 10 h du soir. » Un peu plus loin, il est noté que parmi toutes les occupations qu'a ce tisserand fermier, eh bien l'auteur remarque qu'il aura, sur un temps donné, effectué des livraisons à façon avec une charrette à cheval, ramassé des cerises, aidé à la construction de la digue du moulin, participé à une réunion chez les baptistes et assisté à une pendaison publique. Bon, ben, ça a le mérite d'être varié quand même, comme emploi du temps. Et ça, eh ben, ça c'est avant le capitalisme. Hein. Le capitalisme, il va mettre tout ça au pas. Et puis, alors, vous imaginez bien que les premiers travailleurs, nous on a hyper bien intégré le rapport au temps. On est carré. Hein. Mais alors, vous imaginez les premières générations de travailleurs, des gens qui vivent plutôt libres, attachés au rythme des saisons, etc. Et tout d'un coup, on les fait rentrer dans les grandes unités de production et il faut qu'ils soient là à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des enjeux de lutte. Comment ça va se passer? Là, il y a un petit passage qui est intéressant aussi. C'est un alinéa qui a été ajouté dans les règlements des fonderies Crollet. Et le patron a fait ajouter cet alinéa suivant. Ayant été informé que certains employés ont été assez malhonnêtes pour régler l'heure de la cloche de sortie sur l'horloge qui avançait le plus, et l'heure de la cloche d'entrée sur l'horloge qui retardait le plus, et que ces deux sinistres traîtres de Fowell et Skellern les ont sciemment laissés faire, j'ordonne par la présente que personne, sous aucun prétexte, ne tienne compte d'aucune horloge, cloche, montre ou cadran autre que l'horloge du contremaître, qui ne sera elle-même réglée que par son dépositaire officiel. Le temps appartient au patron. L'horloge qui est en hauteur dans l'atelier, c'est pas pour que tout le monde voit bien l'heure qu'il est, c'est pour qu'on n'y touche pas. Ok? Et ça, eh bien, ça va. Donc cette première génération va vite comprendre que le temps ne lui appartient pas. Et l'enjeu qui va suivre, c'est un enjeu de négociation autour du temps de travail. Une des premières négociations dans les conquêtes sociales, c'est OK, c'est à vous le temps. Mais nous acceptons de travailler 14 heures par jour, puis 13 heures par jour, etc. On va parler justement de ces conquêtes sociales. Hein, c'est ce qui vient après la mise en place de ces premières grandes unités de production où là les ouvriers n'ont aucun droit. C'est vraiment une population qui n'a droit que de travailler, que de trimer. Les ouvriers au XVIIIe siècle font peur. Dès qu'ils se révoltent, on envoie l'armée. Hein, on leur tire dessus. Et il va falloir 2 siècles, bon, 1 siècle de révolte va passer, puis 2 siècles de lutte pour toutes les conquêtes sociales qui font qu'aujourd'hui nous avons des droits par rapport aux salariés. Voilà à peu près ce que donne la liste des conquêtes sociales. Voilà. Ça va être le moment un petit peu long de la conférence. Bon, allez, on ne va pas tout dire. Mais je vais vous en citer quelques-unes que je trouve importantes et intéressantes. En 1804, on est dans une période, voilà, c'est peu après la Révolution. 1804, l'article 1781 du Code civil consacre l'infériorité légale de l'ouvrier face à l'employeur. Consacre l'infériorité légale de l'ouvrier face à l'employeur. On se dit, bouh, pas beau ça. Eh ben quand même, il y a une petite explication qui est intéressante. J'ai lu quelque part, et je ne trouve plus la référence, et ça m'énerve, mais je vais la retrouver un jour, qu'au moment de la mise en place du système capitaliste et au moment où on a mis en place ce rapport où je vends ma force de travail contre un salaire, le patron, on est dans un rapport, un échange, il y a eu une croyance qui n'a pas duré très longtemps, mais que ce rapport était égalitaire. Que
on dirait aujourd'hui que tout le monde était gagnant-gagnant. Voilà. Eh bien, très vite quand même, on s'est rendu compte que ça ne marchait absolument pas, que le détenteur des moyens de production décidait du prix, du taux du salaire, du temps de travail, de ci, de ça, de ça. Donc, très vite, ce rapport, il est décalé. Le fait de définir au niveau du Code civil l'infériorité légale de l'ouvrier, c'est ce qui va permettre par la suite à l'État d'arbitrer. Enfin, permettre. Le fait est que l'État va devoir arbitrer puisqu'on accepte que ce rapport est inégal. Et donc, il y a des lois à poser pour que les ouvriers ne soient pas victimes des décisions du patronat. Alors, c'est toutes les lois qui vont suivre, voilà, les prud'hommes, le repos dominical, l'inspection du travail des enfants, 1841, ben oui, faut bien inspecter avant qu'ils disparaissent. L'abolition, là, je sais pas, qu'est-ce que je vous dis, l'abrogation de la loi sur le repos dominical, oui, parce qu'on nous donne le repos dominical et puis on nous le reprend, en 1880 il est repris, Waldeck-Rousseau, les syndicats professionnels 1884, la CGT en 95, allez, pourquoi on parle, ah oui, on est bien d'accord, on parle pas d'acquis sociaux ici, hein, on oublie ça n'existe pas des acquis sociaux, ce sont des conquêtes sociales. Un des exemples quand même assez marquants d'une conquête sociale, c'est le rétablissement du repos dominical en 1906. Comment est-ce qu'il est obtenu? Il est obtenu par le ministère du Travail, accorde ce repos dominical suite à la catastrophe de Courrières. La catastrophe de Courrières, ce sont des mines. Il va y avoir plus de 1000 mineurs qui vont mourir au fond des mines de Courrières. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, la direction privilégie la préservation de l'outil de production au détriment de la sécurité des personnes. C'est-à-dire que rien ne va être mis en place pour aller rechercher les personnes qui sont en train de mourir au fond du puits. Il faut préserver l'outil de production. Et il y a des hommes, pendant des jours et des jours, qui vont remonter des puits par leurs propres moyens, brûler. Donc le repos dominical, c'est ça. C'est ça parce que c'est l'État qui compense les décisions d'une direction qui ne prend absolument pas compte de ses travailleurs. Voilà, c'est ça les conquêtes sociales. Et il y en a encore pendant toutes les décennies qui vont suivre. La sécurité sociale en 1945, la 3e semaine de congé payé en 1956, après évidemment le Front populaire, mai 68, 82 la semaine de 39 heures, 83 fixation de l'âge de la retraite à 60 ans, 99 la CMU. J'ai pas grand chose à dire sur ces dernières années en fait, au niveau de la liste. Donc on va en rester là. Voilà. Bon bah ça c'est voilà ce qui se passe 19e, 20e, des conquêtes sociales. Oui, je reviens sur un petit truc. Je vous ai dit que j'avais fait une thèse, mais je vous ai pas dit sur quoi. Alors, c'est le moment. Alors, je vais vous donner le titre de ma thèse, parce que c'est toujours... toujours chic. Parce que c'est pour crâner, quand même, un titre de thèse. Alors, ma thèse, elle s'appelle... Approche socio-anthropologique d'une reconversion industrielle de points. Très important les 2 points. De l'horlogerie aux microtechniques à Besançon. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, j'ai étudié comment, en fait, à Besançon, là d'où je viens, à Franche-Comté, il y a eu une activité horlogère qui s'est développée en 19e, 20e siècle, qui s'est cassé la figure dans les années 60-70, qui a donné naissance à plus ou moins une nouvelle activité. Donc j'ai étudié comment ce bassin industriel s'est constitué, comment il a vécu, comment il s'est maintenu 2 siècles et comment il s'est cassé la figure. Bon, ça m'a donné l'opportunité, la chance d'aller rencontrer des horlogers et des horlogères, c'est-à-dire des personnes qui ont travaillé dans un système de production capitaliste, industriel, voilà, d'avant les années 60-70. C'est pour ça que j'en parle là, parce que c'est
c'est leurs témoignages qui m'ont fait comprendre comment on travaillait dans les années 50, 60, 70. Et qui m'ont fait comprendre, parce que moi, l'usine, j'y étais allée là, et qui m'ont fait comprendre que là, ouais, vraiment, il y a des trucs qui avaient changé quand même. On ne se comprenait pas super bien. Enfin, moi, je ne comprenais pas toujours ce qu'ils me disaient. Concrètement, je suis arrivée chez les horlogers. Alors, en général, quand on arrive chez un horloger, sur la table, il y a 5-6 montres. Il y en a 3 qui sont plutôt en bon état. Et il y en a 3 qui sont ouvertes, toutes déglinguées, avec des pièces partout. Et là, la première chose qu'un horloger vous dit, il dit « Regardez cet objet. Regardez cette montre. 120 pièces qui tiennent dans cette petite pastille-là, qui fonctionnent ensemble. Est-ce que vous entendez le tic-tac ?» Alors là, tu tends l'oreille, tu fais « Ouais. » Et l'horloger, il dit « Ça, c'est un cœur qui bat, ça. » Et qui est-ce qui insuffle la vie dans cet objet? C'est nous les horlogers. Alors, le premier qui m'a dit ça, je me suis dit, bon, je suis tombée sur le poète de la bande. Mais non, je vais chez un deuxième, un troisième, et en fait, ils me racontent leur culture, leur mythe collectif, en fait. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire qu'ils ont transmise à toute la communauté horlogère, qui est que cet objet, il est magique. Cet objet, il est vivant. Cet objet, il est porteur de toute la fierté des horlogers. Hein. Et j'imagine que dans d'autres domaines, il y a peut-être... Alors, c'est vrai que c'est très prestigieux comme industrie, hein, l'horlogerie. Mais pour avoir travaillé aussi dans d'autres secteurs, il y a toujours un rapport à l'objet qui est fort dans l'industrie. Dans le capitalisme industriel. L'objet, il est porteur d'une identité collective. Le collectif, il est porteur. Les horlogers, d'abord, quand ils me parlaient des gens à l'usine, ce n'étaient pas des collègues, c'était des camarades ou des copains. Et donc, tous les matins, on allait retrouver ses copains. Et on arrivait et on discutait de ce qui se passait à la maison. Comment vont les gamins? Où on en est de la maison? Le match de foot? Le patron? Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Est-ce qu'il est chiant? Est-ce que ça va? Les collègues? Et on discute. Le collectif, il est présent, il est puissant, et il y a une souffrance collective au travail. C'est pas facile. Hein, c'est des journées hyper longues, on commence à 7h du mat, on finit à 19h, c'est dur, c'est bruyant, etc. Mais il y a une représentation collective de la souffrance, et c'est ensemble qu'on s'en sortira. Et il y a un ennemi qui est identifié, c'est le capital. Et donc c'est ensemble qu'on doit lutter. Et donc on se syndicalise, et donc on travaille ensemble. Ça fait groupe. Il y a aussi un autre élément qui rassemble les travailleurs et qui donne du sens, c'est le fait de marquer un territoire. Les horlogers que j'ai rencontrés, ils ont œuvré dans la ville de Besançon qui était capitale française de l'horlogerie. Waouh! Marquer un territoire au point de lui donner une identité par son activité. Ça, systématiquement, il me le rappelait. Et c'était intéressant parce que je vous dis, l'usine, j'y étais allée. Le rapport à l'objet, j'avais du mal, vu que j'avais travaillé dans une usine où je fabriquais des morceaux de machin qui allaient s'intégrer peut-être dans un morceau d'un phare de bagnole. C'était difficile pour moi de voir la fierté du rapport à l'objet. Le collectif, on n'en parle pas, c'est-à-dire que souvent quand je bossais dans ces usines-là, j'étais intérimaire. C'est un petit peu difficile hein, entre employés et intérimaires parce qu'il y a toujours la peur qu'on leur pique le boulot, etc. Évidemment, l'épée de Damoclès. Donc, le collectif, il n'existe pas. Et puis, évidemment, le rapport au territoire dans un système mondial, c'est un petit peu compliqué de se sentir marqueur de quelque chose. Donc, j'étais quand même, voilà, voir que vraiment, on vivait quand même dans des mondes... Donc ces horlogers, ils me racontaient tout ça. Et puis j'ai rencontré aussi les horlogères. Et alors là, c'était encore un monde. J'avais lu quelque chose, quelques éléments, moi, déjà sur les horlogères, enfin en tout cas, les petites mains. Dans le milieu industriel, les femmes, c'est les petites mains. Hein. Donc c'est celles qui ont les boulots les plus difficiles, les plus répétitifs, sans qualification, qui peuvent être compliqués hein, pour autant, mais voilà. Et j'avais lu par exemple quelque part que, à l'époque,
le système des sécurités pour pas que les gens s'écrasent les doigts dans les machines, etc. C'était pas aussi poussé que ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand vous travaillez sur une presse, vous appuyez sur 2 boutons en même temps, vous êtes sûr que vous n'avez pas les doigts dans la machine. À l'époque, c'était pas tout à fait ce système-là. C'est-à-dire que les femmes qui travaillaient sur les presses, elles étaient menottées, et à chaque fois que la presse descendait, il y avait une barre métallique qui tirait en arrière les bras de ces chères ouvrières. Donc, quand vous lisez ça, vous vous dites, ouh là là, je vais au-devant de discours qui vont être un petit peu lourds et chargés. Et me voilà aller rencontrer mes petites mamies, puisqu'elles ont 60, 70 ans, 80 ans parfois, et elles me parlent de ce qu'elles faisaient dans les années 50, 60, 70. Et là, bah, j'arrive, bon d'abord là, il n'y a pas de montre, hein, il y a le café, il y a la tarte, il y a tout ce qu'il faut pour entamer une conversation. Et on se met autour de la table et je leur dis, ah, alors, racontez-moi d'où je viens pour que vous me parliez un petit peu de l'usine. Oh l'usine, oh là là, mais qu'est-ce qu'on était bien à l'usine. Qu'est-ce qu'on a rigolé à l'usine. Ah ouais, ça c'était des belles années. Alors moi l'usine, je vous ai dit, j'y suis allée, je me disais mais d'accord, expliquez-moi. Et là, elle m'expliquait leur parcours. Et là ça change tout. Elle m'expliquait leur parcours. D'où est-ce qu'elles venaient ces femmes? Eh bien, dans l'industrie, quand il y avait besoin de petites mains, on allait recruter dans les zones rurales autour des villes. Donc ces jeunes filles, elles étaient nées dans des familles, plutôt des grosses fratries, dans des secteurs paysans, et elles pensaient que toute leur vie, elles allaient être dans le milieu paysan, elles allaient épouser le fils du paysan à côté, et puis elles allaient trimer avec lui. Évidemment, elles n'allaient pas avoir de salaire, puisque bah, c'était comme ça à l'époque, la femme du paysan, elle n'a pas de salaire, et puis elle fait le boulot. Et tout d'un coup, vous avez des bus qui sont affrétés par les usines de la ville d'à côté, et des recruteurs viennent à leur rencontre en leur disant, on va venir vous chercher tous les matins, on va vous ramener tous les soirs, vous allez venir travailler en ville, et on va vous donner un salaire. Mais bien sûr que c'est le bonheur, l'usine. C'est la première étape d'une libération, là. Certaines me disent, bien sûr que c'était dur, bien sûr qu'on en bavait, mais c'était mieux que la maison, c'était mieux qu'être à la maison avec les gamins, parce que ça voulait dire autre chose dans la négociation avec le mari. Quand on ramène un salaire, eh ben on peut ouvrir sa bouche. C'est ça qui se passe. Et donc, elle me raconte comment elle trouve du plaisir à travailler dans ces conditions difficiles, répétitives. C'est chiant. C'est chiant, mais en fait, une horlogère, elle vous explique toujours comment elle s'est débrouillée pour inventer un petit truc qui fait qu'elle en bavait un petit peu moins à son poste. Il y en a une, elle me raconte, elle dit, moi j'étais sur une chaîne de fabrication d'horloges, de réveils. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, à mon poste, j'avais un petit tiroir. Personne n'avait ça, moi j'avais un petit tiroir. Et bien du coup, quand on commençait à produire sur la chaîne, hop, je me faisais des petits réveils d'avance. Je les mettais dans mon tiroir, et ce qui fait que quand la chaîne elle se mettait à aller un petit peu plus vite, hop, je pouvais ressortir un petit réveil comme ça. Oh, j'étais détendue. Et puis quand une copine avait des difficultés, et ben hop, on pouvait mettre ces réveils-là, puis on avait du temps, on ne faisait pas baisser les cadences, parce que dès qu'on baissait les cadences, c'était le contremaître qui était sur le dos. Ça, elle le raconte, toute cette débrouillardise. Elle parle aussi des arts, alors c'est pas elle qui met ces mots-là, il y a Michel Verret qui a écrit sur le monde ouvrier, qui a écrit avec beaucoup de poésie, et qui dit, les ouvriers, les ouvrières, ils ont des capacités, des arts d'ambiance. Ils savent mettre l'ambiance. Et les femmes, elles vous racontent comment elles rigolent, comment elles chantent, comment elles se taquinent. Hein? Ça charrie. Hein? Et donc, elle raconte aussi que c'est très paternaliste, hein, l'industrie, le capitalisme industriel. Et donc, eh bien, le patronat décide de ce qui se passe dans l'usine, mais décide aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? C'est les loisirs. Donc, ils financent la fanfare, le stade de foot, et puis les balles. Parce qu'on va aux baloches. Et là, elle me raconte quand elles vont au bal. Il y en a une, dis donc,
elle me dit qu'elle travaillait au service où on peint les petits points fluorescents sur les réveils. À l'époque, les petits points fluorescents, c'était au radium, métaux lourds. Et comment on peignait les petits points fluorescents? On trempait le pinceau sur sa langue, on trempait le pinceau dans le radium, et puis on faisait des tout petits points comme ça. On en faisait 12 sur chaque point de l'heure, et puis un petit peu sur les aiguilles. Mais alors quand on allait au bal, eh ben, cette petite dame, elle me dit, mais moi le radium, j'en emmenais chez moi, dans ma poche. Et puis, le samedi, quand on se préparait avec les copines, on se faisait les ongles, on se faisait les paupières, et puis on allait guincher. Bah, ils sont encore là, comme elles me disent, ah bah, on est encore là, on n'est pas morte. On verra dans 3 générations. Bon, ben nous aussi, on va aller guincher. On va aller guincher en hommage à Paulette, à Yvette, à toutes nos travailleuses. Alors, un petit point. Je ne joue pas super bien de l'accordéon. Hein, mais une petite dame m'a dit, vous avez raison, il n'y a pas de raison que ce soit que ceux qui savent jouer qui jouent devant les autres. Elle n'est pas tort. Donc voilà, c'est le moment où je me mets en danger, hein, clairement. Bon, des fois j'y arrive pas, du coup j'arrête et puis on fait autre chose. Hein, on prend la suite ou bien on chante une chanson si vous voulez, mais si quelqu'un sait jouer de l'accordéon, alors là, avec grand plaisir, hein, il joue ce qu'il veut, ça. Mais allez, allez. Bon, bah ça, on peut dire que c'était le capitalisme industriel. Avec tout ça, bon. Et puis, il va y avoir des grands bouleversements dans les années 60-70, mondialisation, tertiarisation. Et donc, on va glisser vers du capitalisme industriel à un capitalisme financier. Où, finalement, l'arbitrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet arbitrage de l'État pour essayer de faire que le déséquilibre ouvrier-patronat reste d'un rapport de force vivable, là, cet arbitrage, il va changer. C'est la politique Thatcher, Reagan, et on va se mettre à arbitrer au niveau de pour l'économie, pour les actionnaire. Là d'où je viens, il y a un symbole de ce passage capitalisme industriel, capitalisme financier. Ceux qui savent, vous gardez hein. Si je vous dis 1973 Besançon, LIP. Ah, alors, qui connaît LIP? Levez la main. Qui n'a jamais entendu parler du conflit LIP? Allez-y, hein. N'ayez pas de complexe. Alors, pour ceux qui ont entendu parler, très bien, vous avez tous plus de 60 ans, excusez-moi. Maxime. Oui, bah, c'est pas pareil, Maxime, il est très cultivé. Bon. Ah là, l'air. Mais, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de LIP, c'est normal. Hein, c'est scandaleux, mais c'est normal. C'est scandaleux, mais évidemment, on ne va pas vous raconter, on ne va pas vous expliquer qu'un conflit social a fait rêver pendant presque une année tous les travailleurs de France, que la lutte a donné la réembauche de tous les travailleurs et que derrière l'État a torpillé l'entreprise. On va quand même pas vous le dire. Ça fait pas chic, quoi.
Voilà, on va pas vous le dire à l'école, alors que, merde, ça devrait être enseigné, mais on va le dire ici. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Bon, on va parler de LIP. LIP, c'est une usine horlogère qui a 200 ans. On est en 1973. Elle a 200 ans, elle se transmet de père en fille, en fils. Oh, ça aurait été bien, mais là, on rêve. De père en fils. Depuis voilà, 200 ans, il y a 1200 travailleurs dans les années 70. C'est une usine qui fonctionne très bien, qui, comment dire, on est fiers d'être horloger en général, hein, à Besançon. Mais alors, on est fiers d'être horloger chez LIP. C'est une marque prestigieuse, ce sont des montres de très bonne qualité. Et puis au niveau des conquêtes sociales, justement, il y a des syndicats très forts qui font que les revenus sont, les salaires sont intéressants dans cette usine. Bref, voilà, on y vit plutôt pas trop mal par rapport à d'autres usines. Sauf que LIP est confronté aux mêmes difficultés que la branche horlogère dans les années 60, c'est-à-dire que l'émergence du quartz, de la montre à quartz, de la montre électronique, mais le système horloger mécanique voilà, l'a fait complètement chuter. Petite parenthèse par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que le capitalisme industriel se développe avec le développement de l'horlogerie et donc de la précision. C'est pas anodin que le capitalisme financier se développe avec le système de mesure du temps électronique. On peut mettre le temps dans les machines, dans les ordinateurs, et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir passer à une étape suivante. C'est pas anodin. Je ferme la parenthèse. Le quartz qui vient faire chuter les ventes de montres mécaniques. On est en 73. Société de consommation. La montre à quartz, c'est génial. Ça a plein de couleurs, c'est en plastoc, on la change, on la rachète, ça coûte 10 balles. La montre mécanique, c'est la montre à papa, la montre qu'on offrait à la communion, donc on n'en veut plus. Donc vraiment, les ventes chutent complètement. Qu'est-ce que va faire LIP? Le patron de chez LIP, Fred LIP, sa stratégie, c'est de développer un moteur à quartz. Il dit, nous, on va entrer dans la compétition, on va développer un moteur à quartz. Mais il faut de l'argent, il faut faire rentrer beaucoup de cash là, pour développer cette recherche, ça coûte cher. Il va vendre des parts, il va commencer à vendre des parts à ses cadres. Mais ça ne fait pas rentrer assez de cash. Il va vendre 30% des parts à Ebochessa, qui est l'ancêtre de Swatch, un groupe suisse. C'est les ennemis jurés, mais c'est la crise, hein, on dit qu'on se serre les coudes. Sauf qu'en sous-main, eh bien, le groupe Swatch, l'ancêtre du groupe Swatch, eh bien, il rachète les parts des cadres, il rachète, jusqu'à devenir actionnaire majoritaire. Et là, c'est clair, c'est le démantèlement et le licenciement des travailleurs. Sauf que ils ne sont pas tombés sur la bonne équipe. Pourquoi? Les LIP, d'abord, se sont fortement engagés pendant mai 68. Donc c'est des gens qui ont développé des outils de lutte. Ils sont très bons en assemblée générale, ils sont très bons dans les prises de décision, ils font des assemblées vraiment régulièrement, les syndicats sont puissants. Donc le jour où les représentants d'Ebochessa viennent leur annoncer la décision, comment ça se passe? D'abord, pour que vous ayez une idée de la logique coopérative, collective de ce qui se passe dans cette usine. Les administrateurs Ebochessa viennent rencontrer les représentants des syndicats. Ça se passe dans une salle de réunion, mais tous les travailleurs sont présents dans la salle des assemblées générales et la salle de réunion est sonorisée pour qu'ils entendent tout ce qui se passe dans cette salle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Eh bien, clairement, les syndicats pensent qu'avec un plan soutenu par l'État, cette usine est viable. Les administrateurs d'Ebochessa n'y croient pas, ne veulent pas entendre ça et ne veulent pas trouver de solution. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Les syndicats décident de séquestrer les administrateurs d'Ebochessa. Ben oui, il faut pouvoir discuter, ils n'écoutent pas. Bon, on va les séquestrer pour qu'ils comprennent un petit peu la démarche.
Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le préfet est mis au courant, envoie les CRS qui débarquent dans l'usine, et il y a un tel respect de cette usine que les syndicats, en fait, ça casse. Les CRS cassent les portes, etc. Et ça, c'est pas possible. Donc, il y a autre chose qui a fait monter la violence aussi. Donc, il y a les CRS et il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que pendant que les administrateurs sont séquestrés, il y a une pochette d'un des administrateurs qui est ouverte. Et ils vont fouiller dans les papiers. Et dans ces papiers, il y a des chiffres gribouillés. Et il y a écrit sur certaines pages 480 à dégager. On parle des travailleurs. Alors aujourd'hui, c'est courant, hein. Ça ne choque plus trop. Mais on est en 73. Ça, c'est pas possible. Donc là, ça monte. La violence, ça monte. Les CRS arrivent et donc les syndicats libèrent les administrateurs qu'ils avaient séquestrés. Il n'y a pas de volonté de violence là. Ok. Ceux-là sont libérés, les CRS rentrent chez eux, mais les travailleurs, eh ben, ils ne veulent pas bouger. Ils restent là. Ils restent là parce qu'ils pensent qu'il y a de l'avenir pour cette usine. Et c'est pas possible qu'elle soit démantelée et qu'on licencie les gens. Donc ils sont toujours en assemblée générale et ils se disent mais quel pouvoir on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sera jamais entendu, on n'a plus personne au séquestre là. Comment on peut négocier avec les pouvoirs publics pour qu'ils nous écoutent? Alors il y en a un qui dit bah de toute façon ok on n'a peut-être pas grand chose mais on a de l'argent parce qu'on n'a pas de l'argent en cash mais on a du stock. On a des stocks de montres. Waouh, scandale! Scandale, pour deux raisons. Un ouvrier a très fortement intégré qu'il ne touche pas à ce qu'il produit, ça ne lui appartient pas, c'est du vol. Et c'est du vol, la Franche-Comté c'est bien catho. Les syndicats qui sont là, c'est des syndicats catholiques. Le vol, c'est mal. Alors, il y a une histoire qui plane, j'arrive pas à la vérifier, mais elle revient à plusieurs reprises. Dans l'histoire, il y a un prêtre ouvrier qui s'appelle Ragnès. Et il semble que ce prêtre, ce soir-là de l'Assemblée Générale, il est absous les travailleurs en disant « Allez-y, vous pouvez charger ». Et là, dans la nuit, eh bien, ils ont chargé pour 1 demi-milliard de francs de montres. 1 demi-milliard dans les voitures. Et où est-ce qu'ils sont allés cacher les montres? Eh bien, chez les curés, chez les bonnes sœurs, dans tout l'Est de la France. Alors, on sait toujours pas vraiment où sont les cachettes. Alors, quand je dis ça dans le Jura, en Franche-Comté, les petits vieux qui sont là, ils me font... Ok, respect. N'empêche que ces montres, elles sont cachées. C'est un trésor de guerre, donc ils vont pouvoir négocier. Ce mouvement, il va durer 9 mois. 9 mois où ça va être une ruche. Cette usine, elle va être ouverte. Il va y avoir 35 commissions dans cette usine. Il va y avoir plein d'idées. Cette lutte, on l'appelle LIP, l'imagination au pouvoir. Hein. Vous avez entendu parler du film LIP, l'imagination au pouvoir. Parce qu'ils vont innover, ils vont inventer l'autogestion sans s'en rendre compte. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Très rapidement. Alors, sa vie, c'est vivant. 2 premières semaines. Oui, allez, on est là, on se bat. Puis très vite, il y en a qui disent attends, ça va durer combien de temps l'histoire? Et si ça dure longtemps, là, il n'y a rien, il n'y a pas de cash qui rentre, là. Moi, j'ai des gosses, j'ai une baraque, j'ai... Bon. Et ben, rapidement, la discussion, l'Assemblée Générale va imaginer quelque chose, c'est de relancer les machines. Vous dire, ben, ok, on veut du cash, et ben, on va refabriquer des montres, et on va les vendre, ces montres. On va les vendre dans l'usine. On va les vendre aux copains. Et ils font des ventes sauvages à l'usine le samedi matin, donc ils se mettent à produire des montres, et le samedi matin, ils ouvrent et ils vendent les montres. Sur les 9 mois, il va y avoir 82 000 montres qui vont être vendues. Tous ceux qui achètent des montres LIP à cette époque sont des resellers. C'est la loi, oui, parce que LIP n'a pas le droit, les LIP n'ont pas le droit de produire. Ils vont produire, alors d'abord, il faut voir ce qui se passe, parce que c'est d'abord local. Hein, c'est d'abord les Bisontins, les gens de Besançon qui vont d'abord acheter les montres. Et puis, ils communiquent, les LIP, ils communiquent, c'est des champions. Eux, ils invitent les journalistes, ils ont une commission popularisation. Ah, ils veulent qu'on connaisse ce mouvement. Donc, eh ben,
ça fait du bruit. Donc d'abord, les premiers à acheter les montres, eh ben, c'est les copains des usines à côté, et puis ça va être tout le Grand Est, et puis ça va être toute la France. Il y a des gens qui vont venir au mois d'août pour visiter l'usine et pour aller acheter des montres. Quand je fais cette conférence, il y a des gens qui me disent « Eh ben moi, avec mon équipe, on est venu jouer à un match de rugby et à la sortie du match, on est tous allés acheter une montre libre parce qu'on était en soutien des camarades. » Parce qu'il faut remettre en perspective, on est en 73, 74, 68 n'a pas du tout donné ce qu'on imaginait, et tout d'un coup on a une usine avec, allez, il reste encore 700-800 travailleurs qui tournent sans patron. Mais attendez, ça y est, c'est à nouveau, on y croit à nouveau, dans toute la France. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont vendre leurs montres, et en août, il va y avoir un événement historique. C'est qu'ils vont se sortir un salaire en cash pendant une après-midi, des enveloppes qui vont être distribuées à chacun avec leur salaire. Vous imaginez ça? Les montres qu'ils ont vendues. Hein? Jusque sur la plage, en août, ils descendent avec la 4L LIP, vendent des montres sur les plages de France. Au fronton de l'usine, il y a marqué « LIP, c'est possible, on fabrique, on vend, on se paye ». C'est ça qu'ils font. Ils font ça pendant 9 mois. Alors, évidemment, le monde ouvrier est derrière eux, le monde agricole est derrière eux, le Larzac est là, tout le monde est là. Le patronat et les politiques un peu moins. Ça commence à piquer. Alors, les tentatives de déstabilisation, ça va être simple. La première, ça va être diviser pour mieux régner. Hein, ça, ils ont l'habitude. Donc, il va y avoir le plan Giraud. L'État va envoyer Giraud et qui va venir proposer un plan de relance. Et lui, sa stratégie, donc je vous dis, diviser pour mieux régner, il vient à la tribune, il y a des images qui sont magistrales, il vient à la tribune, il a un petit avec sa moustache, il dit je recevrai la CGT à 16h, je recevrai la CFDT à 17h. Et là, il y a Charles Piaget, qui est un des leaders CFDT, qui est au fond de l'Assemblée Générale, et qui lui dit « Ici, t'es chez nous, on te recevra à l'heure qu'on décidera !» Giraud fait demi-tour et la négociation est pliée. Évidemment, ça ne se passe pas super bien. Ce qui se passe, c'est que dans les 15 jours, évidemment, 15 jours suivent, 15 jours après, les CRS débarquent dans l'usine à 5h du matin, tout le monde dehors. Tout le monde dehors, 3 jours de lutte. Hein. 3 jours de lutte, et c'est pas que les LIP qui luttent, hein, c'est les camarades des usines aux alentours qui se mobilisent. Manifestation spontanée le lendemain de l'arrivée des CRS, là, 12 000 personnes. 12 000 personnes sur la place de Besançon. Et là, à nouveau, Piaget, qui est au centre de la place, et qui dit à tous les travailleurs qui sont là, l'usine, c'est pas les murs. L'usine, c'est nous. L'usine, c'est là où sont les travailleurs. Et ils vont envahir le gymnase Jean Zay, que la mairie va leur laisser à disposition. Ils vont déplacer les machines et ils relancent la production et ils revendent les montres. Et ça continue. Ça continue jusqu'aux accords de Dole. Les accords de Dole sont, en fait, le pouvoir lâche, s'engage à soutenir l'IP, donc l'État s'engage à soutenir l'IP, à la réembauche de tous ceux qui veulent reprendre chez l'IP dans l'année qui suit. Donc, a priori, on se dit, les LIP, ils ont gagné. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, la réembauche, un plan avec l'État qui soutient pour que cette usine vive. Mais en 1975, il y a des élections. Il y a Giscard d'Estaing qui arrive au pouvoir, et dans les mois qui suivent, d'abord, du jour au lendemain, ce robinet qui avait été ouvert pour l'IP est fermé, sans explication. C'est fini. Donc là, déjà, ça les met en difficulté. Mais ils avaient bien relancé la machine, donc ça peut continuer. Deuxième chose incompréhensible, l'IP avait un engagement avec Renault. Renault achetait des systèmes de chronométrage qui vont dans les voitures. Du jour au lendemain, Renault cesse ses commandes chez l'IP. Si ça, c'est pas politique, on n'est pas naïf, mais quand même, quoi.
Voilà. Neuschwender, c'est le patron qui avait été mis par l'État dans cette usine, le dit mot pour mot. Il dit, mais en fait, voilà, symboliquement, c'est le passage d'un capitalisme industriel, donc tourné, enfin d'un capitalisme qui était centré sur l'entreprise, à un capitalisme qui va être centré sur les actionnaire. Pour fermer le passage sur l'île, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui est loin d'être anodine. J'ai joué cette conférence il y a très peu de temps, il y a peut-être 15 jours, à Besançon, à la fête du PC. Et je savais qu'il y avait des LIP. Bon, j'aurais posé la question, hein. Il y a des LIP ici, vous voulez témoigner? Non, vas-y, raconte. Et il y a une dame qui m'a appelé peu de temps après, qui m'a passé un savon monumental. C'était Fatima de Mougeot. Fatima de Mougeot, c'était une grande militante LIP féministe. Et elle m'a dit, la première phrase qu'elle m'a dit, eh ben tu vois, tu es une femme et tu racontes encore l'histoire des LIP selon la version des hommes. Et tu nous fais chier. Et j'ai dit, mais Fatima, j'écoute, dites-moi. Et elle m'a dit, mais tu sais, nous, les femmes de LIP, on a écrit une brochure qui fait 100 pages. Je vais te l'envoyer tout de suite. Alors, je vous ai dit, c'était il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas eu le temps de décortiquer cette brochure, mais quand j'ai lu l'introduction déjà, j'ai dit, bah, je vais en parler de ce qu'ont fait les femmes. Elles ont écrit une brochure qui s'intitule « Nous, les femmes de cette lutte, nous avons quelque chose à dire ». Et dans leur introduction, elles ont écrit les choses suivantes. Une vingtaine de femmes LIP, des OS, donc des ouvrières spécialisées, surtout, des secrétaires, des ouvrières professionnelles, l'assistante sociale et les femmes de militants LIP, c'est-à-dire que les femmes LIP sont allées chercher la femme de Piaget, la femme de Vito, la femme de Burgi, toutes les femmes qui restaient à la maison pendant que leur leader de mari militait dans le syndicalisme, elles sont allées les chercher et elles ont donc écrit les choses suivantes. Donc, les femmes de militants libres, mais avant tout des femmes, décident de faire une brochure qui présentera la lutte au féminin. Pourquoi au féminin? Parce que chez LIP, nous représentons 50% du personnel, ou d'ailleurs, comme dans presque toutes les entreprises françaises, nous occupons une grande majorité des plus bas échelons de la hiérarchie. Parce que nous nous rendons compte que nous, et tant d'autres femmes, souvent plus réticentes, plus passives, moins formées que les hommes à la lutte, nous sommes arrivés grâce au conflit à une prise de conscience extraordinaire. Mais aussi parce que nous nous interrogeons. Pourquoi les problèmes spécifiques des femmes chez LIP et ailleurs, sous-qualification, sous-formation, peu de possibilités de promotion, difficulté de concilier vie familiale, tâches ménagères et vie militante, solitude des femmes de militants, n'ont-ils pas été pris en considération durant ce fantastique échange d'idées qu'a réalisé notre conflit? Risquait-on la division des travailleurs en insistant sur les difficultés supplémentaires rencontrées par les femmes? Peut-on parler de division? Est-ce que je me sépare de toi, camarade homme, en disant seulement que je suis plus exploité que toi et que cette exploitation, je ne sais pas toujours l'exprimer? Et ça continue sur 100 pages. Alors, oui, je dois le respect à Fatima de Mougeot. Parce que les femmes de LIP aussi ont écrit une partie de l'histoire. Voilà, c'était le capitalisme industriel qui laisse place au capitalisme financier. Bon, super, hein. Il gagne. Donc avant, on avait le taylorisme, hein, on ne refait pas toute l'histoire, mais qui était appliqué à la production. Hein. Et puis, le passage au capitalisme financier va faire qu'on va appliquer cette approche scientifique du travail aux ressources humaines, à la gestion des ressources humaines. Donc, clairement, il va falloir faire d'autant plus de profit, toujours plus de profit pour les actionnaire. Et là, il va falloir des outils de contrôle du travail. Et un des outils fondamentaux, c'est le management. Hein? Le management qui va nous aider à produire toujours plus de productivité. Il y a un livre que j'apprécie beaucoup de Marianne Dujarier qui s'appelle « Le management désincarné ». Désincarné, ça veut dire, je vous le rappelle quand même, détaché de la condition humaine. Le management désincarné, où elle nous explique comment ça marche. En gros,
Elle nous dit, globalement, ça repose, ce management, sur 3 dispositifs, toujours les mêmes. Le premier, pour contrôler le travail, et augmenter la productivité. Premier dispositif, toujours le même, faire remonter des chiffres. Il y a des travailleurs sociaux ici? Non? En général, quand vous dites à les travailleurs sociaux faire remonter des chiffres, ils font... Oui, on ne fait plus que ça. Alors, il y a, donc c'est remplir des tableaux, ça, comptabiliser pour se sécuriser, tout ça. Ça va vachement loin, faire remonter des chiffres. On m'a expliqué un truc, récemment, je trouvais ça incroyable. Faire remonter des chiffres. Vous avez tous et toutes appelé votre hotline préférée récemment, ou moins récemment, pour, je sais pas, bref. Et on vous a dit, cet entretien est susceptible d'être enregistré. Donc, moi, naïvement, je me disais, c'est pour fliquer le travailleur qui est à l'autre bout du téléphone. Oui, c'est le cas. Mais pas seulement, c'est bien plus tordu que ça. Quand on enregistre la discussion par rapport à la hotline, en fait, la personne, elle vous appelle avec un questionnaire. Vous l'appelez, mais elle a un questionnaire type. C'est enregistré de manière à ce que cet entretien, il soit entré dans un logiciel qui a des logarithmes qui vont compter le nombre de fois qu'on a utilisé tel ou tel mot. Et puis, la structure va recréer un nouvel outil avec lequel on va vous appeler, mais non plus avec les mots de la structure, les mots que nous, on a utilisés dans la conversation qui a été enregistrée. Comme ça, on va acheter plus de trucs, parce que ça vient nous toucher dans notre petit cœur d'être humain. Voilà, c'est ça, faire remonter des chiffres. C'est magique. Le deuxième dispositif, alors celui-là, il est connu, ça tu pourras en parler, c'est le fait de suivre des protocoles. Appliquer et suivre des protocoles. Alors ça a plein de noms. Ça s'appelle protocole. Alors on est hospitalier, on parle de protocole. On va mourir. Les gens ils vous disent ça avec leur protocole là. Ça s'appelle process, procédure, qualité. Comment tu les appelles encore? Process. Process, voilà. Il y en a dans l'industrie. Alors l'autre fois, il y a quelqu'un de l'éducation nationale qui m'a dit, oui, on a des protocoles maintenant. Quand on a un problème avec un enfant, on a un protocole. Oui. Moi, je lui dis, je croyais que quand on avait un problème avec un enfant, on appelait ses parents. Elle me dit, non, c'est pas ça le protocole. Voilà, il y a des protocoles partout. Alors, comme ça, c'est bien, on débranche le cerveau et puis on fait les choses surtout sans réfléchir. Voilà, tout est découpé, c'est pratique. Le troisième dispositif, il est pas mal, c'est le discours d'enrôlement. C'est-à-dire, c'est l'idée de créer un discours qui va faire comprendre aux travailleurs que faire remonter des chiffres et appliquer des protocoles, c'est ça le bonheur qu'ils recherchent au travail. Alors ça, c'est quand même bien foutu. Hein, c'est vraiment lui faire rentrer dans le crâne que c'est ça qui va être son épanouissement profond. Alors, elle donne un passage de ce que peut donner ce discours d'enrôlement. Et il y a tous les mots qui viennent de nous. Alors, elle dit, voilà, ces discours, parce qu'ils sont partout, dans le privé, dans le public, ils insistent sur la nécessité vitale pour l'organisation de s'adapter à un environnement décrit comme menaçant. L'entreprise ou le service public doivent être performants, soit pour combattre la concurrence, soit pour réduire les déficits publics dans une période dite de crise. L'organisation doit anticiper, s'adapter, changer, innover, atteindre le succès. Ici, la menace de transformation des emplois par délocalisation, externalisation, privatisation, pointe explicitement. Ces discours se font ensuite porteurs de promesses d'intérêts matériels et moraux. Les finalités poursuivies seraient bénéfiques pour tous. Outre des carrières et des primes pour ceux qui coopèrent, les professionnels pourront y rencontrer des défis passionnants et des occasions de développement de leurs compétences, de leur autonomie, de leur employabilité et même de leur personnalité. Le développement personnel au service de l'entreprise, c'est merveilleux. Les clients, les citoyens seront mieux servis, le travail sera plus intéressant, notamment grâce à l'automatisation de certaines tâches répétitives et pénibles. Ce n'est pas du tout la suppression des postes
de travail. Non, non, c'est l'automatisation de certaines tâches répétitives et pénibles. L'actionnaire sera rassuré, l'État renforcé. Enfin, le ton se fait plus dur et réaliste en informant des risques et sanctions individuelles qu'encourent ceux qui s'opposeraient à ces changements à la fois nécessaires et heureux. Bon voilà, elle a tout dit, Marianne Dujardin, moi je trouve. Ce management-là, cette logique qui va pousser à la productivité, à la rentabilité, elle est partout. Elle s'insinue partout, dans toutes les zones de productivité, d'action de notre société. Au point tel que, je vais peut-être vous surprendre, mais l'éducation populaire ne sort pas de cette règle, n'échappe pas à cette règle. En fait, là, bon, bah, moi voilà, j'ai fait une conférence gesticulée, ok? Donc, comme tous les autres conférenciers gesticulants, j'adhère à la Fédération française des conférenciers gesticulants. C'est comme ça. On paye un truc, on adhère. Comme ça. Eh bien, figurez-vous que cette fédération, elle n'est pas... ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a des objectifs de rentabilité. Il faut qu'on crée des conférences gesticulées rentables. Et comment est-ce qu'on mesure qu'une conférence gesticulée est rentable? C'est simple. Hein, c'est qu'il faut un public de qualité. Mais c'est pas que la conférence. Alors si vous voulez, vous croyez que vous êtes venu tranquillement voir une conférence? Pas du tout. C'est-à-dire que moi, avant que vous arriviez, j'ai reçu un document qui est en fait votre CV collectif de public. Hein, j'ai reçu un CV, voilà, avec votre expérience de public, et on me demande de vérifier si vous êtes un public recrutable, un public qui pourrait m'aider à vendre mieux mes conférences. En tout cas, si je me déplace avec un public, c'est intéressant, mais ça fait... Voilà, donc je n'ai pas le choix, je dois faire un entretien d'embauche avec vous. Et oui, là, vous croyez que... Alors, ça va prendre 5 minutes, hein, on va faire ça vite, mais on n'a pas le choix. Donc voilà, mais effectivement, j'ai bien reçu votre CV, c'est un beau CV, hein, bravo. Alors, je vois que globalement, vous avez de l'expérience en tant que public. C'est plutôt bien. Hein. J'aimerais savoir, parce que ce n'est pas spécifié dans votre CV, est-ce que vous pouvez me citer quelques festivals dans lesquels vous avez été public, déjà? Oui. Allez-y. Hein, Lyon, Goutelas, Lyon. Alors, festival en général, hein, ça peut être la musique, Édimbourg. Ouh là là, très bien, très bien. J'aime bien. Un rock, très bien. Les porteurs de mots. Très très bien. Le Festival du bout du monde. Le Festival du bout du monde, super. La fête du boudin. La fête du boudin, j'aime bien. J'aime bien parce que... La fête du pruneau aussi. La fête du pruneau, c'est bien parce qu'on sent que vous êtes prêts à tenter des choses. C'est pas mal. La fête de l'amour. On essaie de me citer un festival un petit peu punk. Comme ça, on voit que vous n'avez pas peur. Je sais pas, un festival. L'Hellfest. Très bien, voilà. Hellfest, bam, on y va. Ok, très bien. Alors, je vois aussi que vous avez... Alors, est-ce que vous avez de l'expérience en tant que public de conférences gesticulées? Oui. Ah, c'est bien, ça c'est bien. Qui est-ce que vous avez vu? Très bien, on me cite le page. Hein, c'est très bien, on le place. C'est papa. Hein. Qui d'autre? Papy, ouais. C'est papy. Non, il n'est pas là. Étienne Chouard. Étienne Chouard. Étienne Chouard, très bien. Je ne connais pas, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Bernard Friot. Bernard Friot, très bien. On le cite aussi, c'est important. Hein. C'est bien, là ça donne un gage intellectuel. On voit que vous avez compris des trucs. Ok, très bien. Est-ce que si certains n'ont jamais vu de conférence gesticulée avant ça, est-ce que vous êtes prêts à vous former? Oui, très bien, on dit oui. Ah, c'est super. Vous avez compris la logique de l'entretien. Il faut dire oui. On dit oui, ah ben oui, on entretien d'embauche, on a la gagne. On le veut. Ah, donc une formation, oui, on prend. Bam. Très bien. Ça c'est très bien. Bon, je vois que, bon, ça donne. Alors, bon, comme dans tout entretien d'embauche,
j'ai besoin de connaître très rapidement, comme ça, sans réfléchir, vos 2 défauts de qualité. Allez, vous me donnez 2 qualités, comme ça, en tant que public. Perfectionniste. Non, ça après, c'est les défauts, tu sais. Il y a un ingénieur ici, quand même. Allez. Enthousiaste. Enthousiaste, très bien. Curieux. Curieux, voilà, c'est joli, c'est bien. On est présent. Présent, voilà, c'est ça. C'est ça. Des fois, il y en a, ils me disent patient. Patient, non. Marche pas. Donc, les 2 défauts, là, tu peux y aller. Perfectionniste, il est bien celui-là. On a quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur ou qui a compris le mécanisme. Hein. Les 2 défauts, c'est des qualités. La vie est un enfer quand on est perfectionniste, il faut le savoir. Donc, perfectionniste, puis le deuxième. Patient. Non, non, je viens de dire non. Exigeant, il est bien celui-là, exigeant. Maniaque. Maniaque. Exigeant, il est bien. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Alors, je trouve que là, on a un beau niveau d'entretien d'embauche. Hein. Bon, concrètement, là, moi, il faut que je teste avant de terminer. Voilà, de quoi vous êtes capable. Donc, clairement, je dois connaître quelles sont vos capacités d'enthousiasme. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire que je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous lâchez les chevaux. Et moi je enregistre, j'ai un petit appareil, je vois à peu près. Ok ? Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Je n'ai jamais eu un tel enthousiasme, jamais, je vous le dis. Bravo, magnifique. Je vous mets en haut de la pile. Je vous mets en haut de la pile. Oui, parce que vous imaginez bien que j'ai d'autres publics à voir. Donc, clairement, si je ne vous ai pas donné de nouvelles d'ici 15 jours, c'est mort. Ne m'appelez pas. Je ne répondrai pas, ça ne m'intéresse pas. Hein, d'accord ? Voilà, écoutez, voilà. Mais vraiment, je vous mets au-dessus de la pile et puis on verra par la suite. Bon, là, vraiment, l'entretien est terminé. Là c'est entre nous. C'est pour vous, si vous êtes amené à nouveau avoir ce type d'entretien, ça peut arriver. Pour certains, je ne regarde vraiment personne en particulier. Quand on fait un entretien comme ça, au niveau vestimentaire, on fait un petit effort. Voilà. Pareil, je ne regarde personne, etc. Mais au niveau capillaire, c'est pareil, on se peigne. Hein, on ne vient pas comme ça. Voilà. Mais ça, c'est vous qui voyez. Là-bas, les petits jeunes. Hein. C'est moyen, quand même. Bon. Allez, je bois un petit peu quand même. Parce que... Alors, il n'y a pas de fédération française des conférenciers gesticulants. C'est une blague. C'est pour rire du recrutement. Non, parce qu'on m'a déjà fait le coup, si vous voulez, au tout début. Je croyais que c'était... Je me dis, ah bah c'est gros. Donc, à la fin, la première fois que j'ai fait ça, à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui est venu voir qui me dit... Ah, dis donc, à la fédé, ils sont durs. Hein. Bon, non, ça n'existe pas. C'est une vaste blague pour se moquer de ce système qui n'est absolument pas drôle. Donc, rions un peu, mais pas trop. Parce que quand même, effectivement, ça n'est pas drôle. L'entretien d'embauche, ouais, ok. On va parler d'un terme qui est vraiment très fort dans ce système-là, dans le capitalisme financier. Il y a quelque chose, qui est un truc qui est important, c'est la flexibilité. Ça, c'est... La flexibilité, voilà, on l'entend à toutes les choses. Alors, flexible sur le marché du travail, hein, c'est-à-dire, oui, je vais vendre des croissants, ensuite, oui, je vais empiler des pièces, ensuite, oui, je suis flexible, je m'adapte. Mais ça va beaucoup plus loin. J'ai envie de vous parler de ça parce que j'ai vraiment vécu de l'intérieur ce que pouvait donner la flexibilité au sein d'une structure. La flexibilité, elle va jusque dans les unités de production. Les ateliers de production doivent être flexibles. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, j'ai été intérimaire dans une usine qui fabriquait des phares de bagnole. Bon.
Alors comment elle s'organisait cette structure? La maison mère, elle était basée en Espagne. Il y avait une unité de production à Besançon, là d'où je viens, une unité de production en Roumanie et une unité de production en Chine. Tout va bien, c'est la mondialisation. Mais alors vous allez me dire, qu'est-ce qui foutait de garder une unité de production en France avec ces Français qui coûtent quand même une fortune en charge salariale et toutes ces conneries, et en plus qui ont des vacances et compagnie? Mais il y avait une logique. La logique, c'est la suivante. En fait, je vous l'ai dit, il y a une histoire horlogère à Besançon, donc ça veut dire aussi qu'il y a une maîtrise des savoir-faire, des compétences dans la fabrication des choses un petit peu minutieuses. Et donc aujourd'hui, fabriquer un phare, c'est pas du tout simple, et c'est de l'électronique et machin, donc il fallait des gens pointus. Donc la flexibilité, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand l'usine lance un nouveau phare de bagnole, eh bien, il va le tester pendant 1 an et demi à Besançon. Parce qu'il y a des ingénieurs, des gens qui savent vraiment tester tous les problèmes que pourrait avoir la ligne de production. Pour fabriquer un phare, il y a une ligne avec 20 postes. 20 postes qui vont faire que la matière rentre d'un côté et ressort sous la forme d'un phare. Et pendant 1 an et demi, eh bien, on va tester cette ligne. Et en gros, tous les problèmes qu'elle peut avoir vont arriver. Hein, telle matière qui ne va pas, qui déconne, telle machine qui fait pas le mouvement, tout va arriver. Donc là, les ingénieurs vont regarder ce qui se passe, vont créer des protocoles qui vont permettre à chaque fois de résoudre le problème quand il se pose. Et une fois que la ligne fonctionne parfaitement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en un week-end, elle va être chargée dans des camions et elle va être mise en place en Roumanie, là où la main-d'œuvre ne coûte pas cher. C'est magique quand même, c'est extrêmement bien fait. Qu'est-ce que ça donne concrètement? J'étais dans cette usine, j'étais intérimaire le moment où la ligne a été déplacée. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jeudi matin, un groupe d'une vingtaine de jeunes Roumaines est entré dans l'usine avec à leur tête sans doute le futur chef d'atelier qui allait travailler en Roumanie. Et pendant 1 jour et demi, elles ont été formées derrière chaque fille intérimaire qui travaillait sur cette ligne, à chacune des activités, chacune des actions qu'il y a à faire sur cette ligne-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Toutes les filles intérimaires allaient arriver à la fin de leur contrat le vendredi soir. C'était fini pour elles le boulot. Et il y a 1 an et demi à 2 ans d'attente avant une nouvelle ligne de montage, donc il n'y a plus de boulot pour elles. Elles viennent de bosser 1 an et demi comme des folles. Et généralement, les 6 derniers mois, il faut que ça cravache. Et là, eh bien, on leur demande, pendant 1 jour et demi, de former les nanas qui vont faire le boulot à partir de lundi en Roumanie. Elles doivent les former sans traducteur, évidemment. Personne ne parle roumain chez les Françaises, personne ne parle français chez les Roumains. Mais ça va à quoi? C'est des ouvrières. Pas de traducteur, pas de baisse des cadences. Pas de baisse des cadences. Tu continues, tu trimes. Évidemment, pas de prime ou quoi que ce soit pour former quelqu'un d'autre, faut pas déconner. Et vendredi, tu dégages. Il n'y a pas de pot, il n'y a pas de... T'es intérimaire. On t'avait prévenu. Tu sais que la fin de ton contrat, c'est tel jour. Alors tu dégages. Alors qu'est-ce qui s'est passé le vendredi après-midi? Il y a eu un incident dans cette usine. Il y a eu une fille qui a étalé sa merde sur les murs des toilettes de l'usine. Elle a fait ça. Et la chef d'atelier a eu l'idée lumineuse d'apposer sur la porte des toilettes un écriteau où il était écrit textuellement « Quel être humain peut faire une chose pareille ?» Voilà. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de son cynisme? Pas du tout. Il n'est pas cynique, ce système. Est-ce qu'il y a eu un espace de parole pour ces femmes qui perdaient leur emploi? Zéro. Rien. Alors oui, elles étalent du caca sur les murs. Et elles ont bien raison. Alors pour elles, eh ben, c'est pas le bal. C'est la valse triste, parce qu'aujourd'hui elles sont au chômage. Puis elles attendent qu'on relance une ligne.
Voilà. Voilà ce que ça peut donner, la flexibilité. Alors, bon, quand on vit ça, quand on observe ça, et puis quand ça fait un moment qu'on se cogne des boulots plus ou moins intéressants, et puis qu'on a quitté la fac, tout ça, enfin, à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi la blague, là? Qu'est-ce qu'on me raconte? Ça commence à monter un petit peu. Et puis, on se met à lire, à réfléchir. Je suis tombée sur un bouquin qui s'appelle « Souffrance en France, la banalisation de l'injustice sociale » de Christophe Dejour, qui est un médecin psychologue du travail. Et qui, en gros, nous explique, et c'est passionnant, de voir que on nous maintient dans une croyance qui est que le système fonctionne comme ça, les lois du marché, les lois du marché du travail seraient des lois universelles, comme la gravité, comme la pesanteur, contre lesquelles on ne peut rien. Alors qu'est-ce que ça donne quand on vit dans cette croyance, dans ce marasme-là? Eh bien ça donne ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire du consentement. C'est de ça qui parlent beaucoup les médecins du travail, c'est qu'on consent sans arrêt à voir des gens qui se font virer, à se faire virer, à faire des boulots où on est maltraité. C'est ça qui se passe. Et il cite quelqu'un dans sa préface qui nous montre, qui nous démontre combien c'est important de maintenir les gens dans ces croyances, parce que le jour où ils se réveillent, c'est Hannah Arendt qu'il cite. Elle écrit en 69 « La fureur n'est en aucune façon une réaction automatique en face de la misère et de la souffrance en tant que telle. Personne ne se met en fureur devant une maladie incurable ou un tremblement de terre, ou en face de conditions sociales qu'il paraît impossible de modifier. C'est seulement au cas où l'on a de bonnes raisons de croire que ces conditions pourraient être changées et qu'elles ne le sont pas, que la fureur éclate. Nous ne manifestons une réaction de fureur que lorsque notre sens de la justice est bafoué. » Se dire que les lois du marché du travail sont des lois universelles, ça nous maintient dans ce principe de consentement. Mais dès lors qu'on commence à penser que ce sont des lois instituées, des lois réfléchies, des lois pour nous maintenir là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une représentation de l'injustice sociale. C'est une injustice sociale de décider arbitrairement qui reste et qui part. C'est une injustice sociale. Et face à l'injustice sociale, qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Et la colère, on l'exprime, on la dit dans la rue, ou on la transforme pour en faire une autre activité, pour réfléchir, pour faire autrement. C'est ça qu'on fait. Christophe Dejour, il va plus loin, il dit, ok, on est dans cette logique-là, globalement, qui nous gouverne, et puis en plus, nous, petits humains, pour se protéger de ce système-là, on met en place nos propres systèmes psychologiques de protection face à la souffrance. Hein. On met nos petits masques qui font que, allez, on y va. Allez, on tient le coup. Alors on en a tous. Hein. Alors, ce qui n'est pas pratique, c'est que c'est inconscient, évidemment. Si on les voyait, on bougerait. Mais évidemment, tout ça, ça se met en place inconsciemment pour tenir le coup. Puis parfois, il y a des choses qui se passent dans la vie qui font que tout d'un coup, on regarde. Moi, je vais vous dire, j'avais des systèmes de protection, voilà, je vais vous parler des miens, ce que je connais, mais je vous en donne tous, hein, un petit peu. Moi, j'avais alors un système pour faire tous ces boulots, hein, et puis pour aller au bout de la thèse, tout ça, pour pas lâcher. J'avais un système, alors je vous le donne, il est marrant. Alors, moi, je me racontais un truc déjà, c'est que, déjà, moi j'ai un tempérament comme ça, je suis très curieuse. Hein, donc, vendre des croissants, puis après, c'est des expériences, hein,
voilà, puis j'aime bien, en fait, je m'adapte, moi j'aime bien m'adapter en fait, donc non vraiment ça me dérange pas, enfin même c'est intéressant. Et en plus, alors je me rajoutais un truc là qui était bien, là ça tenait bien la route, mais moi je suis sociologue du travail, donc si vous voulez, moi quand je vais travailler à la brioche dorée, c'est pas vraiment que je vends des croissants, hein, c'est que moi je suis en observation participante, moi je suis en train de bosser quoi. Enfin, je suis en train de bosser. Est-ce que j'ai écrit un seul article sur tous les boulots que j'ai fait là? Eh ben non. Parce que j'étais pas envoyée en sous-marin par le CNRS pour faire une étude sur la vente de croissants. Pas du tout. Hein, c'était de l'alimentaire. Il fallait que je bosse, quoi. J'avais pas le temps. Donc voilà. Voilà, moi j'avais mis en place ce système-là. Mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un en fait qui m'a aidé un petit peu à ouvrir les yeux. Pas quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est pas sympa. Mais parce qu'en fait j'ai rencontré un petit clown, une petite clown. Alors je vous explique comment j'ai rencontré cette petite clown. Ça n'a rien à voir. Hein. À une époque, donc, je m'intéressais à la question des soins palliatifs et de la fin de vie, de l'accompagnement fin de vie. Donc, tu vois, c'est pas gay. Hein. Et donc à cette époque-là, ça m'intéresse. Alors du coup, je me dis, je vais aller à un colloque. Parce que ça faisait pas longtemps que j'étais sortie de l'université. Alors, quand on veut apprendre des choses quand on est universitaire, on va à des colloques. Hein. On va voir des grands professeurs qui vous expliquent la vie, la mort, voilà. Ils savent tout ça, hein, petites choses visqueuses. Donc je me dis, je vais aller à un colloque, hein, j'ai envie d'apprendre des choses. Bon, je vais à un colloque à Limoges sur l'accompagnement fin de vie. Bon, et puis effectivement, alors, il y avait des grands professeurs bien installés qui nous expliquent la vie, la mort. Mais sauf qu'en milieu de matinée, du fond de l'amphithéâtre, un espèce de lutin entre dans la pièce, avec une robe à fleurs, comme ça, des crocs vertes, comme ça, des nattes, un nez rouge, comme ça. Alors elle monte sur l'estrade, elle se plante en face des professeurs, elle leur dit « Alors, toi, dis donc, tu soignes bien, c'est bien ce que tu fais, mais moi aussi je soigne, et toi ce que tu fais, c'est pas plus important que moi je fais, que ce que moi je fais, on est complémentaires. » On ne parle pas du tout comme ça, hein, professeur. Non, on ne fait pas ça. Donc déjà, elle fait ça. Et ensuite, elle se tourne, elle se met au pupitre, elle regarde le public, l'amphi était plein et tout. Et avec un grand sourire, elle nous dit « Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir de la joie en fin de vie ?» Je veux dire, on est tous là parce que soit on a perdu quelqu'un, là on se dit « Oh là là !» Et là, en fait, elle fait un truc magique, elle nous explique ce que c'est qu'une émotion. Elle nous dit, mais la joie c'est une émotion, mais une émotion, eh ben, ça ne peut pas cohabiter avec une autre émotion. Et quand il y a de la peur, ou de la colère, ou de la tristesse, eh ben, il ne peut pas y avoir de joie. Et elle nous raconte que son travail, c'est d'aller accompagner les gens pour que, s'ils ont une tristesse ou une colère ou une joie à exprimer, ou une peur à exprimer, et ben qu'ils le fassent, elle les accompagne pour qu'ils le fassent, pour laisser de la place, et peut-être si, c'est pas facile, mais peut-être laisser de la place à de la joie et partir en paix. Alors là, moi, elle me met une claque, parce que je crois que je me rends compte que j'ai 35 ans à l'époque, et puis que je sais pas ce que c'est qu'une émotion. Puis en partant comme ça, elle nous dit, comme ça, à l'air de rien, elle fait « Sinon, je fais des stages. » Bon, vu la claquose que je vais prendre, je vais aller faire un stage, moi. Alors, je suis allée faire un stage. Et quand on est arrivé au stage, on a fait des exercices, voilà, parce que... D'abord, elle nous a expliqué ce que c'est qu'un clown. Elle nous a dit, de son point de vue, hein, il y en a sans doute plein, mais elle nous dit, voilà, pour elle, le clown, c'est un être d'émotion. Ça n'est que de l'émotion. Et si tu veux être un clown,
incarner vraiment un clown, tu n'es pas un comédien, tu ne vas pas faire semblant. Tu vas aller voir ce qu'il y a dedans. Et tu vas faire ressortir l'émotion que tu as au fond de toi et tu vas être ce clown-là. Alors moi je me dis, on fait des exercices, tout ça, on rigole, on s'amuse. Moi je me dis, ça va être trop drôle, on va s'amuser, c'est facile. Moi, de toute façon, c'est bon, je fais rigoler la galerie, pas de problème. Donc on fait des exercices, puis à un moment il faut mettre le nez. Quand on met son nez, ben c'est là qu'on va contacter son clown. Et puis on met un nez. Moi je mets mon nez. Tu veux essayer? Tu vois, ça fait du bien. Parce qu'on se fait chier quand même. Hein. On se fait chier la vie là quand même. Hein. Non? Tu te fais chier un peu, non? Des fois. C'est un peu la merde. Alors tu vas gueuler avec moi, ça te dit? Tu vas voir, ça va te faire un bien fou. T'es prêt? Ouais. Je te propose de... On compte jusqu'à 3. Ouais. Tu dis ce que tu veux, tu dis merde, tu dis couille, tu dis ce que tu veux. Tu gueules. Tu vas voir. T'es prêt? 1, 2, 3. T'as vu? Non, t'as pas bien vu, je crois. On va recommencer, tu vas tout lâcher. Tu vas partir de là, tu vas tout lâcher, ça va te... T'es prêt? 1, 2, 3. T'as vu? Le clown, il permet déjà ça. Ok? Il permet déjà de dire qu'il y a de la colère là. Un petit truc qui... Tu vois le truc, tu te rappelles? Parce que quand même, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On est bien d'accord. Le truc où on te dit que tu dois trouver ta place sur le marché du travail. Faut arrêter qu'avec un diplôme, tu auras du travail. Bac plus 8 l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des croissants. C'est super de vendre des croissants quand c'est son choix.
tu vas trouver une place sur le marché du travail. Quel marché du travail? De quoi on parle? C'est quoi la grosse imposture, là? Faut m'expliquer. L'insertion par l'activité économique. Bravo! Hein? Faire bosser 6 mois, 18 mois des gens, une activité qui n'a pas de sens. Bosser pour des boulots qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est ça. Alors oui, on a le droit d'être en colère, parce qu'on se fout de notre gueule, simplement. Hein. Donc, clairement, je ne suis pas un code APE. Non. Je ne suis pas un numéro d'URSSAF pour mon statut d'auto-entrepreneur. Je ne suis pas mon métier, je ne suis pas un métier, je ne suis même pas sociologue. Je ne suis pas un travailleur. Je suis un être humain. D'accord? Je suis pas un travailleur. Regarde ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Et ça aussi, tiens. Ça suffit. Maintenant, on arrête les conneries. Je ne suis pas ouvrière. Merde. Ça craint. Je ne suis pas ouvrière. Arrête. Non, je vais vous le racheter, Franck. Hein. Je ne suis pas technicienne. Je ne suis pas un marin. Je suis un être humain. Une être humaine, si vous voulez. On s'en fout. J'ai lu une phrase l'autre fois, elle m'a plu. Dans un livre, il y a un monsieur, il dit trouver l'usage de sa présence au monde. Moi, j'ai juste envie d'être quelqu'un qui cherche l'usage de sa présence au monde. Ça va, ça, comme mission, comme action. Voilà. Alors, je vais finir sur une conclusion, épilogue, truc un peu du... Non, il n'y a pas de suspense, mais voilà. Je vais finir. Je vais finir sur le fait qu'après tous ces boulots, après tout ça, j'ai pu expérimenter des choses dans le cadre du réseau repas. Ces entreprises qui sont, je vous l'ai dit, des coopératives. Donc, les ouvriers détiennent les moyens de production, décident de ce qu'ils en font, décident de comment ils gèrent l'argent qu'ils gagnent, décident de où ils placent l'humain, et l'humain, ils le placent en priorité. Quand j'ai fait des immersions, la première structure en fait, dans laquelle j'ai fait une immersion, c'était à la Freinet. La Freinet, c'est une entreprise qui fabrique des yourts. Moi, je sortais de la fac et je me retrouve à aller fabriquer des yourts chez des babos. Clairement. Hein? Et donc, j'arrive et là, on me dit, bah, écoute, tu vas être là 5 semaines, tu vas fabriquer une couronne de yourts. Tu vas fabriquer une couronne de yourts. C'est la couronne, c'est le cercle en bois qui reçoit toutes les perches, qui tient toute la maison. C'est un très bel objet. Alors, moi, on m'a dit ça, j'ai dit non. Je ne vais pas fabriquer une couronne de yourts. Moi, je suis une fille. J'ai 2 mains gauches. Je sors de l'université, n'oublions pas. Et il va falloir utiliser cette grosse scie radiale qui coupe les doigts. Pas possible. On m'a dit, il y a toutes les sécurités prévues. On m'a demandé si j'avais des problèmes psychomoteurs. On m'a dit, ça va. J'ai dit oui, ça va. On m'a dit, donc tu peux utiliser une scie radiale. On te fait confiance. Et donc, j'ai coupé des planches. J'ai assemblé les planches. J'ai raboté les planches. J'ai poncé les planches. J'ai verni les planches. J'ai gravé mon prénom dans la couronne de yourts. Et bien, je peux vous dire aujourd'hui que je suis plus fière de cette couronne de yourts que de cette thèse de doctorat. Parce que ça avait du sens, parce qu'on m'a fait confiance. Et puis parce qu'on m'a expliqué que
fabriquer une yourte, c'est pas pour la vendre, pour se faire du pognon. On m'a expliqué que dans cette structure, on fabrique des yourtes parce qu'on estime que ce mode d'habitat est un merveilleux outil par rapport aux problématiques écologiques, pas d'impact écologique, par rapport aux problématiques de logement, c'est-à-dire qu'on peut loger plein de monde. Et aujourd'hui, les copains à Poitiers, ils fabriquent des yourtes, ils fabriquent des tiny houses pour les migrants. Parce que au lieu de les foutre dans des endroits dégueulasses, eh ben, on leur fabrique des belles maisons. Voilà, ça résout des problèmes sociaux, ça résout des problèmes politiques. Et fabriquer des yourtes, c'est politique. Et c'est ça qui m'a plu dans ce qu'ils portaient, eux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours parfait. C'est beaucoup de précarité dans ces structures. C'est beaucoup de questionnements parce qu'ils voient bien qu'ils ne changent pas le monde. Mais c'est au moins des endroits où on essaie et où on rêve d'autres façons de travailler. Et où on s'interroge et on essaie d'aller plus loin. Pour finir aussi, quand je suis partie de cette entreprise, alors c'était dans le cadre du réseau repas, donc on faisait des bilans, parce qu'après on repartait dans d'autres structures, donc on faisait des bilans, on aimait bien faire des bilans. Et au moment de mon bilan, j'étais avec mon référent qui m'a invité à prendre une chaise, et il m'a dit bah, viens on va aller dans mon bureau. Son bureau c'était le champ à côté de l'atelier. Il a posé 2 chaises l'une en face de l'autre et il m'a dit bah voilà, pour ton bilan je vais te poser une question. Comment tu vas? Et ben je me suis mise à pleurer parce qu'on ne m'avait jamais posé cette question dans tous les boulots que j'avais occupés pendant les 15 ans que j'avais passé à l'université. Et là, on me posait vraiment la question pour de vrai, et on attendait une réponse. Et ma réponse, elle allait impacter la manière de travailler. Alors, voilà. J'ai envie de finir avec une petite parabole que j'aime bien sur les oiseaux, et puis du coup, bah, je chanterai une chanson sur les oiseaux. Mais je voudrais finir là-dessus. Quand j'ai refait cette conférence, là, j'ai travaillé sur l'histoire du milieu ouvrier, etc. Je me suis dit, mais en fait, les premiers ouvriers qu'on a mis dans les grandes unités de production, bah, c'est un peu comme si on avait mis des oiseaux dans des grandes volières. Et puis, pour pas trop que ça bouge dans ces grandes volières, on a commencé à couper les plumes. Et puis quand on est passé au système capitaliste financier, là, on a resserré les cages, et puis on a coupé les ailes, on a coupé les becs. Il fallait plus que ça bouge. Mais en allant dans les structures dans lesquelles j'ai visité, les structures du réseau repas ou d'autres structures qui imaginent d'autres façons de travailler ou même d'autres façons de vivre sans le travail, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, et bien j'ai rencontré des gens qui avaient des grandes ailes, grandes ouvertes, des grandes ailes déployées avec des belles couleurs. Alors c'est pas qu'on met les beaux oiseaux ensemble, hein, c'est juste que dans ces structures-là, on a pu accueillir des gens qui arrivent avec les mutilations du monde du travail. Mais dans ces lieux-là, alors d'abord on te laisse repousser un petit peu tout ça. Et puis, on te dit, mais fais voir tes couleurs là. Mais dis donc, elles sont incroyables tes couleurs à toi. Elles sont magnifiques. Alors toi tu fais, ah bon, je trouve. Mais on te dit, mais oui, t'as les plus belles couleurs qui soient, et avec ça, tu iras où tu veux. Alors moi j'ai juste envie de dire que on est tous ces oiseaux-là, tout le monde. On a tous ces ailes-là, ces grandes ailes immenses. On a tous ces belles couleurs. Et personne n'a le droit de nous dire le contraire, et surtout personne n'a le droit d'y toucher. Du coup, je vais vous chanter une chanson sur les oiseaux qui vient du Pays Basque, qui est une chanson de lutte. Egoa keba keba niskio newi ya isangosen. Egoa keba keba niskio newi ya isangosen. Eswen al de gingo. Baina norella, eswen geia
txoria zongo. Baina norrela, ez zuen gehiago txoria zongo. Eta nik txoria nuen maiten, eta nik txoria nuen maiten. Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi. Si je lui avais coupé les ailes, elle aurait été à moi. Elle ne serait pas partie. Oui, mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais voilà, elle n'aurait plus été un oiseau. Oui, mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Oui, mais moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Bravo. Bravo. Merci, merci, merci. Eh bien, qu'est-ce que je vous propose? On discute.